Bonjour, ici Hello Biblio. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des dernières lectures que j'ai effectuées. Je vais commencer tout d'abord par les mangas et je n'en ai pas lu énormément. J'ai du coup continué les Naruto, j'ai lu le tome 20, 21, 22 et 23. Si je me trompe pas, voilà, j'ai commandé la suite du 24 jusqu'au 30 à la médiathèque, mais pour le moment, je ne les ai pas encore reçus. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'histoire de Naruto, c'est l'histoire d'un jeune homme qui vit dans un village de ninjas. Il y a quelques années, quand il était bébé, il y a un démon qui est venu attaquer le village et donc pour protéger le village, il a été enfermé grâce à un sceau dans le corps de Naruto quand il était encore bébé. Et depuis, son village le rejette très clairement puisqu'il possède à l'intérieur de lui le démon renard à 9 queues. On va suivre du coup Naruto dans son évolution, à apprendre à devenir justement un Sensura ninja pour être petit à petit respecté de son village. Donc là on est quand même bien avancé puisque comme je vous ai dit, je suis du tome 20 au tome 23. C'est un jeune homme qui du coup apprend de plus en plus sur lui et apprend de nouvelles techniques et un de ses acolytes veut lui aussi devenir de plus en plus fort, mais malheureusement un grand méchant va arriver et on va avoir déjà quelques morts. Donc voilà, Naruto, bah... c'est un manga comme on les aime, bagarre et tout ce qui s'ensuit. Voilà, c'est simple, ça se lit assez rapidement parce que justement, comme je vous disais, il y a beaucoup de combats pour le moment dans ce tome-là. Donc, à voir par la suite si on est un peu plus dans l'intrigue ou toujours dans le fight. Pour ce qui est des BD aussi, j'ai pas beaucoup avancé, même si j'en ai lu quelques-unes. J'ai notamment lu 2 sagas pour le moment, 3 tomes de chaque. J'ai lu la trilogie qu'on a sur les sortilèges de Zora. Tome 1, tome 2 et tome 3. La petite histoire, c'est l'histoire de cette jeune fille qui est une sorcière dans un monde où justement les sorcières existent mais en parallèle de nous, un peu comme dans Harry Potter avec les moldus, elles ne doivent pas se faire connaître des non-sorciers et elle c'est une jeune sorcière qui a envie d'être une sorcière et qui en a marre que justement sa grand-mère la chapeaute pour faire en sorte qu'elle ne soit pas reconnue par les non-sorciers, lui bride sa magie pour qu'elle puisse aller au collège avec des non-sorciers et avoir une vie tout à fait normale et non une vie de sorcière. Mais tout ne va pas se passer exactement comme prévu puisque dans son lycée-collège, peut-être plus collège même, elle va rencontrer une jeune fille qui elle aussi est une sorcière et qui vont s'aider l'une l'autre, mais elle va apprendre à voir ce que c'est la vie des non-sorciers aussi. Et peut-être que finalement tout ce qu'on lui a appris n'est pas aussi manichéen que ce qu'on dit. Et bah voilà, là pour le moment on est sur une histoire assez jeunesse, assez voilà, crise d'identité, aventure, quête. Donc franchement j'ai lu les 3 premiers tomes. C'est cool, le graphisme aussi j'aime beaucoup. Après c'est pas un énorme coup de cœur, voilà, c'est pas comme le grimoire d'Elphie ou ce genre de choses où ça fait vibrer quelque chose en moi. Là c'est une bonne lecture mais sans plus. Autre BD, autre trilogie pour le moment, j'ai lu La Moria, je sais pas comment ça se prononce, La Moria, mais ça me fait beaucoup trop penser aux mines dans Le Seigneur des Anneaux, donc La Moria, on va dire ça, La Moria. Bref, c'est l'histoire de cette jeune fille, Aléa, qui, comment dire ça, qui est une jeune fille qui est orpheline et qui vit un peu à la mode Aladdin, dans les rues, qui vole pour manger malheureusement, puisque personne l'a recueillie et qu'elle ne sait pas vraiment qui elle est. Un jour, elle va découvrir un cadavre avec une bague, elle va récupérer la bague dessus, elle va dire au capitaine qu'il y a un cadavre, mais personne ne va l'écouter. Et dans cette bague, il va y avoir de la magie et elle va sûrement devenir la prochaine élue. Malheureusement pour elle, les druides ne la croient pas, puisque les élus ne peuvent être que des mâles, évidemment. Et donc voilà, on est sur une trilogie où on rencontre plusieurs personnages avec elle, mais aussi en dehors d'elle. Il y a plusieurs line-up, comme on appelle ça, l'item. Et c'est intéressant parce qu'on a une ligne avec un druide, un jeune druide, on ne sait pas trop ce qui va venir de lui, mais voilà. On a une ligne avec une louve aussi qui s'approche un peu d'un compagnon, bientôt peut-être familier pour elle. On ne sait pas trop pour le moment à quoi sert cette louve. Mais c'est plutôt cool. Après, moi ça me fait beaucoup penser à tout ce qui est la quête des Willan. Après peut-être aussi parce que c'est Lilian qui fait aussi la quête de Willan. Donc je sais pas, les deux pour moi se rapprochent énormément. Et bah j'ai bien aimé ma lecture mais clairement pas transcendé. J'ai lu
Vampiria tome 4, Le tombeau des immortels de Victor Dilsen, que j'ai reçu au mois de juin pour mon anniversaire par ma meilleure amie Sarah, dont je suis très contente parce que je l'attendais avec impatience. Franchement, Victor Dilsen, vous pouvez le voir là, j'en ai pas mal de lui et encore il y en a que j'ai lu qui sont même pas là. Donc bref, j'aime énormément cet auteur et ce qu'il produit. Alors, le tome 4, comment vous dire ça? Vampiria, c'est l'histoire de la France, tout simplement, enfin, du monde en général, mais il y a un petit twist si le roi Louis XIV n'était pas mort, mais s'était tout simplement transformé en vampire en 1715, si je me trompe pas, eh bien, on serait toujours sous le joug. Enfin, on serait toujours dans un royaume, on ne serait pas une république et tout et tout. Et donc tout le monde se construit autour de ça, dans cet univers, c'est si les vampires existaient et que le roi Louis XIV en était devenu un, il y a du coup la Magna Vampiria, donc les nobles vampires, il y a le Careta et le tiers état, si je puis dire, avec le bas peuple qui sont des roturiers et qui servent de banque de sang. On a ensuite la petite noblesse qui, eux, n'ont pas la dîme, ils ne donnent pas leur sang, mais sont clairement un peu des sous-fifres. Et ensuite, au-dessus, on a les vampires, évidemment, avec tout un régime, pareil, d'une culture, une religion qui est fait autour des vampires. Bref, il faut les respecter, on ne croit plus aux anciens dieux, au Christ et tout et tout. C'est tout un univers du coup qui est refait autour de ça et c'est hyper intéressant. Dans la première trilogie que vous voyez juste là, on suit une jeune femme qui va faire partie de ceux qui vont vouloir se révolter, qui la fronde tout simplement, et elle va devoir switcher son identité, elle va devenir justement une noble écuyère auprès du roi Louis XIV pour pouvoir fomenter la rébellion. Mais ça c'est dans la trilogie, puisque là, dans celle-ci, c'est une nouvelle trilogie qu'on entame et... là où dans les 2 premiers tomes, ça se passe à Paris, en France. Dans le 3e, ça se passe dans l'océan. Et là, on arrive ici justement aux Amériques avec, pour le coup, d'autres personnages. Dans cette première trilogie, on suit justement de la jeune femme dont je vous ai parlé, Jeanne Froidelac. Là, on suit 6 personnages à qui justement il est arrivé des choses catastrophiques à cause des vampires ou des ténèbres. On ne sait pas trop qui sont les coupables. Mais bref, ces 6 personnes sont désespérées et veulent rendre des comptes. Ils veulent qu'on leur rende ce qui leur a été volé à cause des vampires ou des créatures ténébreuses. Et donc du coup ils vont fomenter un complot. Beaucoup, j'ai vu sur les réseaux sociaux, disent que c'est totalement dissocié de cette trilogie et je trouve ça absolument faux. Si vous n'avez pas lu les 3 premiers tomes de Vampiria, ne lisez pas ce tome-là parce que il y a plein de choses de référence auxquelles vous n'allez pas comprendre et franchement, quand on me dit que c'est une trilogie différente, non, c'est une suite chronologique, mais certes on n'a pas la même protagoniste en fait. Mais on retrouve plusieurs personnages des tomes précédents dans la suite chronologique de ce qui est arrivé juste avant. Il y a un des Desperados, justement, un de ce complot, qui est dans cet tome-là et qui lui est arrivé quelque chose d'assez important à la fin du tome 3, et c'est pour ça qu'il réclame vengeance. Donc si vous n'avez pas lu les précédents, je trouve ça un peu... Vous pouvez le lire, hein, il se lit facilement, il se comprend, puisque on vous explique justement ce qui leur est arrivé. Mais voilà, je trouve ça dommage, pour moi c'est bel et bien un tome 4, et ce n'est pas une nouvelle trilogie. Bien qu'on part sur des nouveaux protagonistes, même si certains reviennent en force, dont un que j'adore, Sterling. Je suis très contente de le revoir et justement il nous montre que c'est bel et bien la suite des autres tomes, puisque, je vais pas vous spoiler, mais il se passe énormément de choses dans ce tome-là, dont le fait que ce complot réussisse ou pas, ça je vous laisserai le voir. Et du coup j'ai énormément aimé ce tome parce qu'il a été construit un petit peu en mode, comme vous voyez, Cassette et Papel. C'est une prise d'otage très clairement, leur complot, et on a justement le point de vue de chaque personnage. On revient, comme je vous ai dit, c'est un groupe de 6 sur chaque passé de chaque personnage pour expliquer ses motivations, pourquoi il est là, pourquoi il fait plus ou moins confiance, pourquoi il fait plus ou moins des conneries dans le complot qui fait que ça se passe mal et tout. Enfin bref, j'aime bien justement parce que comme je vous ai dit, ça a été construit à l'instar de Casa de Papel et c'est franchement très bien fait et j'en suis très contente. Donc j'ai hâte de lire la suite. Je fais un challenge de lecture qui s'appelle Challenge de romance avec Cynthia de Cécile de la Booksphère, et je fais en plus un autre challenge avec Lectrice du Dimanche, le Travel Book Challenge, je crois que c'est ça son nom. Enfin bref. Donc j'ai pas mal de livres à lire pour ces différents challenges, donc là je vais pouvoir vous en parler de quelques-uns, dont Désir défendu, qui est une romance MM entre un professeur et un étudiant,
que j'ai acheté lors du salon de la romance de Cynthia quand j'ai rencontré cet auteur. J'étais très contente de dire bon, allez, on va enfin s'y mettre un petit peu. J'ai lu Léander qu'elle a fait avec, je sais plus son nom, Phoenix. Bref, j'ai lu ce premier tome là et ensuite je me suis dit allez, on va lire un petit one shot parce que m'entamer toute la saga là des dieux du campus, non, j'ai pas le temps pour ça. Donc voilà, j'ai lu Désir défendu, qui est l'histoire d'un jeune enseignant d'anglais, tout simplement, à l'université, et qui va avoir un étudiant dans sa classe, et il voit qu'il va pas trop bien, cet étudiant, il a des bleus et tout, il a cette taciturne, enfin bref, il va se renseigner et se rendre compte que ce jeune homme est battu, et il y a toute une histoire entre les deux qui va se lier justement à la fois d'attirance, puisque comme je vous ai dit c'est une romance MM, en même temps c'est avec un décalage d'âge, puisque lui est professeur, même si c'est pas un très vieux professeur, et l'autre c'est un élève, donc il y a une petite différence d'âge, et puis surtout, comme je viens de vous dire, c'est pas très éthique, parce qu'il y a un professeur et un élève, donc ça peut créer des problèmes, que ce soit au niveau de sa réputation, ou enfin voilà, des problèmes. Et j'ai énormément apprécié, surtout que c'est quand même une thématique qui tourne autour du roman que je suis en train d'écrire, une envie d'apprendre entre justement un maître de stage et une élève, donc du coup, enfin une stagiaire. Donc du coup je me suis dit ça serait cool de le voir et de le lire en MM, voir comment c'est traité, et bien qu'on parle pas du tout sur la même histoire, j'ai bien aimé. Mais j'ai eu un petit peu de mal, j'avoue, à me mettre avec les personnages, parce que le protagoniste qui parle le plus, c'est le professeur, qui a un certain recul et un certain passé, qui fait que des fois j'étais dans l'empathie avec lui, mais des fois j'arrivais pas toujours à le rejoindre sur sa logique, et on est un peu trop dans le pathos certains moments. Donc du coup, voilà, je me suis quand même assez facilement décrochée de certains passages, mais sinon en soi c'est une très bonne lecture, je l'ai énormément appréciée. J'ai aussi lu pour les différents challenges que je suis en train de faire Roomies de Christina Lauren, que comme vous voyez est assez taché, assez vieux, puisque je l'ai dans ma page depuis le FNR où je suis allée, donc c'était en quoi, en 2018 si je me trompe pas. Donc vous voyez, ça fait quand même un petit moment que je suis dans ma page, 5 ans. Donc on a réussi à sortir, on en est très fiers. Maintenant on va essayer de dégager les autres, mais c'est pas dit que ça se passe aussi bien. Pour la petite histoire, Rumi, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est aux États-Unis, en Amérique, et qui vit un petit peu beaucoup même au crochet de ses deux oncles, puisque son oncle est marié à une star, si je puis dire, de Broadway. Et du coup, vu qu'ils l'ont pris sous son aile depuis toute petite, puisqu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants ensemble, et voilà, elle se laisse un peu porter malheureusement. La fibre artistique qu'elle a, elle n'arrive pas à en faire quelque chose pour le moment, jusqu'au jour où dans le métro, elle va rencontrer un jeune homme qui est un musicien, et elle va décider de le mettre en lien avec son oncle, qui, comme je vous ai dit, s'occupe de musique. Lui aussi, il est, je sais plus quoi, chef d'orchestre, enfin pas chef d'orchestre, mais un truc comme ça, producteur de comédie musicale. Et donc elle va mettre les deux en lien. Le souci, c'est que ce jeune homme est en situation illégale aux États-Unis, donc ils vont faire un mariage blanc pour qu'il puisse avoir un visa et qu'il puisse travailler avec son oncle. Alors évidemment, relation un petit peu qui part sur des trucs bancals, mais relation que j'ai bien aimé voir justement se développer, même si mon souci c'est quand même un gros problème de communication, puisque les deux se plaisent l'un à l'autre mais n'osent pas le dire, et surtout avec ce faux mariage, se disent que l'autre est là, mais finalement il n'est pas trop envie d'être là, puisqu'il est là, un pour les papiers et l'autre pour aider son oncle, mais voilà, ils sont pas trop sûrs des sentiments l'un de l'autre, et c'était une histoire cool à lire franchement, mais il y aurait eu moins de drama avec un peu plus de communication, bordel. Donc voilà, je suis très contente parce que ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle, donc très contente de l'avoir enfin viré, et il va pouvoir aller hop dans la bibliothèque. Bonne lecture franchement, mais c'est pas le coup de cœur de ouf non plus. Ensuite, j'ai écouté en audiolivre Hadès et Perséphone tome 1 de Scarlett Sinclair, si je me trompe pas. C'est l'histoire du mythe d'Hadès et Perséphone que vous devez sûrement connaître, un peu revisité, un peu plus contemporain si je puis dire. Les dieux et les déesses ont toujours existé, mais ont décidé de redescendre sur Terre, et donc du coup sont mêlés aux êtres humains si je puis dire. Les dieux sont des dieux, hein, et donc du coup ils ont des business très florissants. Par exemple, Hadès a une boîte de nuit, et
c'est là où évidemment va se passer le lieu de rencontre entre lui et Perséphone. Perséphone, c'est une jeune femme qui est une jeune déesse mais qui a énormément de mal avec ses pouvoirs, elle n'en a pas en fait, et du coup sa mère, Déméter, est très protectrice envers elle, l'enferme. Mais Perséphone a ce besoin de faire de l'aventure justement et de vivre des choses par elle-même, donc elle va demander à sa mère d'aller vivre sur le terrain des humains, d'aller à l'école, à l'université, pour faire une école de journalisme et donc du coup voilà pouvoir avoir une vie de mortelle toute simple puisque de toute manière elle n'a pas de pouvoir donc elle n'est pas vraiment une déesse. Donc c'est ce qu'elle va faire son école de journalisme jusqu'au jour où sa colocataire et amie va l'emmener dans cette fameuse boîte de nuit où elle va rencontrer Hadès. Ils vont faire un pari si je puis dire, ils vont lier un contrat l'un à l'autre qui fait que en gros, elle doit créer de la vie dans les enfers, sinon elle sera pour toujours et à jamais une habitante des enfers, elle ne pourra plus retourner dans le monde des mortels. Donc, l'atmosphère entre les deux personnages n'est pas toujours au beau fixe, puisque lui, Hadès, est un dieu, voilà, il fait partie des 3 grands dieux de la mythologie grecque. C'est un roi, il a quand même, enfin voilà, il est un petit peu plus vieux, beaucoup plus vieux même qu'elle, il a une certaine assise. Et quand il lui propose ce contrat, lui, c'est des choses qu'elle ne sait pas. Donc, c'est intéressant, mais la relation ne part pas quand même sur des bases très saines. Mais à l'inverse de tout ce que j'ai pu entendre justement sur oui, du coup, c'est encore un truc hyper patriarcal, nanani, nanana. Franchement, pour l'avoir lu, je trouve que pas tant que ça en fait, justement. Alors certes, il y a un homme plus âgé avec une fille beaucoup plus jeune et beaucoup moins expérimentée. Il y a voilà, une tension sexuelle entre eux, mais je trouve que c'est plutôt bien fait puisque elle est assez agressive justement envers lui parce qu'elle a l'image d'un dieu méchant, sévère, enfin voilà, vicieux et tout ce qu'on veut. Donc elle est très agressive avec lui et elle va être beaucoup à la recherche de la vérité, de savoir si c'est vrai ce qu'on dit ou pas, de la réputation du dieu. Enfin du coup, voilà, elle va pas avoir cette relation soumise comme on pourrait l'avoir par exemple avec 50 nuances de Grey au début, Anastasia et Grey, voilà. Là c'est vraiment une relation de soumission je trouve, alors que dans Hadès et Perséphone, non. La relation est certes pas au pied d'égalité, mais il y a quand même un espèce de remise en question justement. Justement, Perséphone va beaucoup rentrer dans Hadès et va remettre plein de ses choix et plein des choses qu'il fait, de ses habitudes en question. Et du coup, Hadès va se remettre en question, il va changer pas mal de choses en rapport avec elle, donc ou même en rapport avec le monde en général. Donc je trouvais ça très intéressant et très bénéfique des deux côtés parce que lui aussi va lui apporter des choses justement, et pas forcément que du sexe, nanana, mais il va lui montrer qu'elle s'enferme peut-être à la tête des limites de auto-croyance, là, auto-saboteuse, là, je sais plus comment on dit, enfin bref, elle se bride sur certaines choses alors qu'elle pourrait avoir un plein potentiel et l'exploiter. Donc je trouve que cette relation, même si elle part sur une mauvaise base, au final ils se rejoignent et justement sur la fin ils sont quasiment pied d'égalité, donc voilà, moi je l'ai pas trop déprécié. Au contraire, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'ai enchaîné avec le tome 1 de Hadès, qui est la même histoire, mais du point de vue d'Hadès, avec évidemment plein de scènes inédites en plus, puisqu'on a des scènes où, bon, mais quand ils sont en coma, quand ils font ce qu'ils font, leurs conneries, voilà, c'est les mêmes scènes, mais de sa vision à lui, donc ça nous apporte aussi pourquoi il a réagi comme ça à ce moment-là, pourquoi il a dit ça et pourquoi il a dit ça, donc c'est plutôt intéressant. Et on a plein de scènes où Perséphone n'était pas là dans le tome de Hadès et Perséphone, donc elle ne peut pas voir ces choses-là. Et donc, toutes les affaires qu'il doit traiter, lui, parce que lui aussi est un dieu, ou alors, et puis c'est un roi aussi, donc il a un royaume à gouverner, la relation distendue qu'il a avec Menté, et puis son amitié avec Hécate, ainsi que les différentes relations qu'il mène, que ce soit avec Déméter, ou avec ses frères, qui sont assez tendus aussi, enfin bref, on a tout un background qui est très bien expliqué dans le tome 1 de Hadès, donc du coup j'ai trouvé ça très complémentaire, et je pense que ce que je vais faire après, c'est que je vais lire le tome 2 de Hadès et Perséphone, puis le tome 2 d'Hadès, ensuite le tome 3 de Hadès et Perséphone, et après le tome 3 d'Hadès. Je trouve que c'est plus logique de le faire dans ce sens-là, puisque comme ça, on a les références de l'autre tome, au lieu de faire 1, 2, 3 pour Hadès et Perséphone, et 1, 2, 3 pour Hadès. Je pense que lier les deux séries est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus impactante. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai adoré, franchement, en tout cas pour les deux premiers tomes, enfin pour le premier tome de chaque série, j'ai bien aimé et je suis dans une vibe un peu Witch and God, donc
j'aime bien. Et après on m'a dit que par la suite c'était peut-être pas forcément aussi bien, on verra. J'ai hâte de voir si ça reste dans ce mood là ou si ça se complique. J'ai aussi écouté en mieux de livre Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Alors là, je suis désolée, mais pour moi, ça a été une véritable claque. J'ai adoré ce bouquin. Il est malheureusement un peu long, mais bon, il y a tellement de choses à dire sur cette personnage que c'est normal. Pour ceux qui ne connaissent pas, le résumé, c'est l'histoire de Evelyn Hugo, une actrice des années 20, 30, 40, 50, 60, enfin bref. C'est une actrice hollywoodienne qui a vécu dans cette période-là et qui maintenant, on est dans les années 2000 justement, elle est vieille, elle a à peu près 80 ans et ça fait plusieurs années qu'elle n'a pas donné d'interview justement, plusieurs décennies même, où elle a laissé tout ça de côté, tous les médias, et là, elle décide de faire un comeback. Elle vend plusieurs de ses robes suite au décès de sa jeune fille qui a eu un cancer. Elle vend plusieurs de ses robes pour une œuvre caritative pour la lutte contre le cancer et en même temps elle décide de faire un interview exclusif avec une jeune journaliste, mais pas n'importe laquelle, justement une jeune journaliste qui on ne sait pas ni d'Ève ni d'Adam d'où elle arrive. C'est franchement une enfin voilà, c'est une novice, hein. C'est une junior, c'est pas une grande reporter, c'est pas une grande journaliste justement. On ne sait pas pourquoi, mais Evelyn Hugo a choisi celle-ci en particulier. Et comme elle dit à la jeune femme au moment du premier entretien, de toute manière, si je ne confie pas ma vie à vous, je ne la confierai à personne d'autre. Elle mourra avec moi. Alors que tout le monde veut savoir justement la biographie d'Evelyn Hugo, des tenants et des aboutissants de son histoire, puisque sa carrière a été jonchée de scandales et on ne sait jamais pourquoi, pour qui tout ça est arrivé. Donc là, la vieille dame, l'actrice Evelyn Hugo, a décidé de faire une biographie, mais elle devra être écrite par cette jeune fille en particulier, Monique, et pas une autre. Donc Monique va être là et va petit à petit prendre en compte ce que lui dit Monique et va écrire petit à petit sa biographie. Et comment vous dire que Evelyn Hugo a eu une vie de ouf et même si c'est un personnage fictif, je trouve que cette histoire est tellement crédible, tellement... Waouh! Elle te met une claque parce que, justement, comment elle s'appelle, Evelyn Hugo a un passé assez important avec la célébrité, avec le fait d'être acteur, le fait d'être actrice, le fait d'être une femme, de devoir se marier, d'avoir des enfants, mais d'avoir une carrière et en même temps de savoir vivre justement dans un monde patriarcal. Et il y a énormément de choses dans ce livre qui sont incroyablement justes et d'une beauté mais fracassante franchement. Alors il est long, certes, mais il y a tellement de choses à dire parce que comme je viens de vous le dire, il y a 7 maris, donc il y a beaucoup d'histoires à raconter et waouh. Il y a toute une partie justement sur les femmes qui sont maltraitées. Il y a une partie sur la violence d'un père, sur l'alcoolisme, sur le travail en général, le fait justement de vouloir être une femme, le fait de vouloir être une épouse, le fait de vouloir devenir une mère, le fait de vouloir faire passer sa carrière avant justement le fait d'être une femme, une épouse ou une mère. Enfin bref, il y a plein de sujets qui sont traités, mais d'une justesse que je trouve ouf. Et le personnage d'Evelyn Hugo qui justement là en mode c'est une égérie, c'est une star, un peu comme pourrait l'être, je ne sais pas moi, Marilyn Monroe ou je ne sais quelle grande star que justement on a connue dans notre époque, eh bien cette femme est une idole. Et donc là, avec sa biographie, elle veut faire retomber de son piédestal l'idole qui a été créée en fait. C'est certes une célébrité, où tout le monde s'aplatit devant elle, mais avant tout c'est une personne et elle a fait énormément de sacrifices, elle a fait énormément de choses éthiquement pas correctes pour en arriver là où elle en est, et du coup c'est justement un portrait ni tout blanc ni tout noir, mais vraiment un portrait gris d'une humaine qui a fait ce qu'elle a pu pour en arriver là où elle en est. Elle a des regrets, elle a des remords, enfin non justement, elle a des regrets comme elle l'explique, mais elle n'a pas de remords. Tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait soit pour elle, soit pour des personnes qui lui sont très chères, donc elle n'a pas de remords envers ce qu'elle a fait, mais par contre elle a quelques regrets sur des choses qu'elle aurait dû peut-être faire autrement. Enfin franchement, j'ai adoré. J'ai pris une énorme claque, et en plus on suit aussi un petit peu, mais vraiment... en intrigue secondaire, Monique, qui est justement la jeune journaliste qui recueille les propos de cette vieille femme, et
elle-même vit dans sa vie personnelle une séparation, un divorce, et donc du coup il y a plusieurs passages, plusieurs moments dans la vie d'Evelyn Hugo qui lui font écho, puisque étant elle aussi en divorce, et comme je vous l'ai dit, il y a eu 7 maris, donc Evelyn Hugo a aussi fait des divorces, elle en a connu plus d'un. Donc elle se reconnaît des fois en disant bah ouais, cette femme, ok, elle a fait des choses pas clean, mais en même temps, enfin voilà, c'est un être humain, on peut pas être tout clean. Donc il y a beaucoup de choses qui font écho du fait de croire en soi justement aussi, de se passer en priorité des fois par rapport à d'autres. Et waouh, moi c'est une énorme claque qui m'a justement énormément parlé, puisque comme Monique, récemment je me suis séparée de mon compagnon, donc voilà, le fait de vivre sa relation comme un échec, de passer au-delà de ça, enfin, oh là là, il y a énormément de choses qui m'ont touchée, et même voilà, de vouloir se lancer, de vouloir faire ses rêves une réalité, un peu à l'instar aussi du bouquin que je suis en train d'écrire et que je vais faire publier en septembre. Donc il y a énormément de choses qui m'ont fait écho, et franchement, waouh quoi. C'est féministe, c'est engagé, c'est très humain aussi, et il y a toute une partie aussi sur la communauté LGBTQ+, la communauté queer, et waouh, c'est très bien fait, très bien rendu. Je comprends pourquoi on l'a vu sur les réseaux sociaux passer, mais je trouve que justement on ne l'a pas assez vu passer. Il mériterait de beaucoup plus tourner que ça sur les réseaux sociaux, parce que là, franchement, j'ai pris une grosse claque. Donc voilà, j'espère que vous allez lire, parce que c'est un énorme coup de cœur pour ma part. Et voilà, je vous ai parlé d'à peu près tout ce que j'ai lu. Comme vous pouvez le voir, j'ai réagencé ma bibliothèque. Maintenant, j'ai un super fauteuil, donc je vais pouvoir avoir ce cadre-là où vous voyez plus ma bibliothèque, parce qu'avant, vous voyez que ça. Donc, c'était pas très représentatif de la réalité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça soutient énormément la chaîne, donc merci infiniment. Si vous souhaitez parler avec moi des livres dont je vous ai parlé, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures, et je vous fais tout plein de gros bisous.